Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes sur Monaco Info, voici les temps forts de ce journal. Le Monaco Energy Boat Challenge est organisé depuis 2014 par le Yacht Club de Monaco. Nous vous présenterons les plus belles innovations de cette compétition unique au monde. Nous irons aussi dans ce journal prendre des nouvelles de Monaco Tech, notamment pour découvrir les derniers projets innovants de jeunes entrepreneurs sélectionnés par un jury. Christophe Orsini fera le point avec nous sur le projet de loi concernant le statut des fonctionnaires. Qu'est-ce que cela va changer? Quelles sont les nouveautés? Le directeur des ressources humaines et de la formation de la fonction publique nous dira tout dans ce journal. Et pour finir, Christine Datomel vous emmènera découvrir l'exposition Excentrique Bébé. Et on débute cette édition avec le 9e Monaco Energy Boat Challenge. Il se déroule actuellement au large du port Hercule. Il s'agit du rendez-vous des énergies alternatives qui s'inscrit dans la plus pure tradition de la politique environnementale de la principauté. Vanessa Dessy est allée à la rencontre de ce défi en plein cœur du village et des paddocks. Voyez ce reportage sur des images de Orazio Gaggino. C'est un défi international ouvert au grand public qui accueille des étudiants et des professionnels du monde entier. 38 équipes sont en lice à l'occasion de cette 9e édition du Monaco Energy Boat Challenge et parmi elles, une team venue tout droit de l'Inde. This is the first time that an Indian team is participating in the Energy Boat Challenge at Monaco. And they come from a college called Kumaraguru College of Technology from South India. And all these kids, they've been into electric car racing, small car racing, and they've been building and developing these things. But this is the first time they are taking part in something that's related to marine. I think it's fantastic. It gives a fantastic platform for many different thoughts to come together, exchange of ideas. And you come to know what's probably going to be the next big change in technology as far as mobility is concerned. La SBM Offshore participe pour la 4e fois au Monaco Energy Boat Challenge. C'est un défi qui parle à la société car sa vision s'oriente aujourd'hui vers une énergie sûre et plus durable. La technologie de son bateau a été développée de façon totalement inédite. Le bateau est équipé d'un moteur électrique. Le moteur électrique a besoin d'électricité pour tourner. Donc on fait simplement tourner une hélice. Et cette électricité, elle est fournie par une pile à combustible qui, basiquement, transforme l'hydrogène et l'oxygène en électricité et recrache de l'eau. Alors l'oxygène, on le prend dans l'air qu'on a autour de nous, mais l'hydrogène, il faut aller le chercher quelque part. On est venu avec notre propre générateur d'hydrogène vert qui extrait de la molécule d'eau du port de Monaco l'hydrogène et qu'il nous comprime dans des bouteilles. Donc nous, on va consommer cet hydrogène en 3 heures pour faire notre course le plus rapidement possible et de façon à être le plus performant possible, sachant que mon collègue qui me fournit la bouteille, lui, met à peu près 48 heures pour la remplir. Donc on en revient toujours à une même problématique. Il faut savoir prendre le temps aussi d'attendre pour pouvoir se faire plaisir sur un bateau. Il faut attendre que la nature ait le temps de nous donner cet hydrogène et il ne faut pas aller la brusquer tout simplement. En marge du Monaco Energy Boat Challenge, la Fondation Prince Albert II, le Yacht Club de Monaco et la Mission pour la transition énergétique organiser la 3e table ronde sur l'hydrogène. Cette initiative aura permis de mettre en relation les acteurs gouvernementaux et institutionnels monégasques et français afin de dresser un état des lieux. Les émissions de gaz à effet de serre du transport maritime, c'est de l'ordre de 2 à 3% quand même de l'ensemble de nos émissions. Et donc il est important de trouver une solution pour le maritime. Le secteur de l'innovation, les opportunités économiques sur ces sujets d'hydrogène sont énormes, mais comme sur tous les sujets de transition énergétique, il y a une nouvelle façon à inventer de faire du business. Beaucoup d'opportunités économiques en local, mais aussi à l'international. Donc c'est vraiment une chance extraordinaire d'avoir ce genre d'événement qui se tiennent à Monaco. La principauté est toujours précurseur. Je pense que c'est un des plus gros rassemblements de bateaux solaires au monde. 36 exposants ont pris place dans le village qui permet de découvrir les dernières innovations et projets du secteur maritime en matière de propulsion durable. Ce dernier restera ouvert jusqu'à samedi 18h. Et les plus belles photos de ce Monaco Energy Boat Challenge seront d'ailleurs à retrouver à la fin de ce journal.
Monaco Tech est un incubateur de start-up qui accélère l'innovation. Il aide d'ailleurs les projets innovants à fort potentiel de croissance et d'impact social à se développer à et depuis Monaco. Quelles sont les start-up qui intégreront le projet? La réponse avec Victor Labbé. Ce vendredi avait lieu la délibération du jury afin de sélectionner les startups retenues qui intégreront les murs de l'accélérateur, un tremplin pour ces jeunes entreprises. C'est un gros challenge quand même parce que Monaco c'est une terre de business, c'est une terre d'opportunités. L'incubateur de Monaco c'est quand même une référence, c'est encore une fois c'est une vraie opportunité d'accélérer et d'aller plus loin. De nombreux candidats ont présenté leur projet devant un jury attentif au potentiel du projet et à son caractère innovant, au degré de développement, à l'équipe et ses valeurs, ainsi qu'à l'implication potentielle au sein de Monaco Tech. L'objectif, c'est vraiment, sous l'impulsion du prince, de trouver des nouvelles pépites de sociétés qui, je l'espère demain, seront des sociétés à succès dans les domaines de prédilection justement de la principauté qui sont en termes d'écologie, en termes de green tech, en termes de fintech, etc. Donc c'est vraiment ce qui me plaît faire partie de ce jury. C'est quand même une opportunité à la fois d'enrichir son réseau. Il ne faut pas oublier qu'un entrepreneur, c'est quelqu'un qui part de rien. Et grâce à ça, il va pouvoir justement avoir des partenaires business, potentiellement trouver aussi des investissements, pourquoi pas grandir aussi sur son projet et même avoir des formations autour de ça. C'est une opportunité. Une fois intégrées, les startups bénéficient d'un programme spécifique avec un suivi personnalisé, des ateliers animés par des experts, des événements spécialisés, de la visibilité et des mises en relation avec les acteurs de l'écosystème. Monaco Tech, Monaco Télécom et le gouvernement princier ont d'ailleurs inauguré cet après-midi le Monaco Innovation Runway. Christine Datomel vous en dira plus demain à l'occasion d'un reportage qui sera évidemment diffusé dans ce journal. Le suspense a enfin pris fin ce mercredi 6 juillet pour de nombreux lycéens. Ils ont pu découvrir s'ils avaient ou non obtenu leur bac. Cette année, les étudiants monégasques ont encore une fois brillé lors des épreuves. 98,45% des élèves inscrits l'ont obtenu et 8 étudiants sur 10 ont obtenu une mention à Monaco. Parmi eux, se cachait la plus jeune bachelière de la principauté. Isor Hamadi est âgée de seulement 14 ans et elle a obtenu son bac haut la main. Juliette Rappert et Olivier Bonello sont allés la rencontrer. Regardez. J'étais en terminale G4 au lycée Albert Ier, juste là. J'ai sauté 3 classes, la 6e, la CM1 et une maternelle. J'ai passé un test de QI pour sauter ma dernière classe, donc quand j'avais 8 ans. Au bac, j'ai fini avec une moyenne de 14,70, donc j'ai eu mention bien. Et j'ai eu 18 sur 20 au grand oral. Ça s'est bien passé. Plus tard, là, je suis inscrite à la prépa commerce de Masséna, pour pouvoir faire une grande école de commerce derrière et j'espère monter mon entreprise. Le projet de loi sur le statut des fonctionnaires a été voté dans la soirée du 30 juin dernier. Après 11 années de travail, il va conforter et améliorer le statut des fonctionnaires. Pour nous en parler ce soir dans ce journal, nous accueillons Christophe Orsini. Bonsoir à vous Christophe. Bonsoir. On est ravis de vous avoir dans ce journal. On va parler de plusieurs choses. Pour commencer, c'est vrai que l'étude de ce projet de loi a été complexe. Je l'ai dit, ça a duré 11 années. Alors, le directeur des ressources humaines et de la formation de la fonction publique que vous êtes, est-il satisfait ? Absolument. La loi 895 vient réformer donc le statut des fonctionnaires de l'État. Après 47 ans pratiquement jour pour jour de sa promulgation par la loi numéro 975 du 12 juillet 1975, c'est un statut modernisé qui va être donc au service d'une fonction publique qui allie à la fois modernité et tradition. Modernité par tous les nouveaux outils, téléprocédures, téléservices donc qui sont développés et qui continuent à l'être, et tradition par rapport au fait que nous restons une administration à visage humain et de proximité qui est très chère à nos usagers. Alors, autre question par rapport qui va intéresser les monégasques, les fonctionnaires monégasques, c'est par rapport au temps de travail. Il va évoluer ce temps de travail. Alors, la loi a consacré donc la 37h30 et demi de travail hebdomadaire
pour les personnels administratifs. Il consacre aussi le principe donc des astreintes, puisque les personnes donc, qui sont soumises à des astreintes auront la possibilité de récupérer le travail effectif opéré à l'occasion de cette astreinte. Et une des grandes nouveautés du texte, c'est que les personnels qui sont soumis à l'horaire dynamique, actuellement, ont la possibilité de pouvoir, s'ils ont, dans le mois qui suit, totalisé plus de 3h30 supplémentaires, récupérer une demi-journée. Avec le nouveau statut, ces personnes pourront récupérer une journée entière, sous réserve qu'elles ont effectué 7h30 et, bien évidemment, avec l'accord du chef de service. Alors, autre évolution qui va intéresser beaucoup de monde concerne l'indemnité de fin d'année touchée par les fonctionnaires et les retraités de la fonction publique. Elle va être majorée. Alors, vous allez m'expliquer en termes de pourcentage à quoi ça va correspondre, Christophe? Les fonctionnaires ont une prime donc, de vacances de 35% de leur salaire qui intervient sur le salaire donc, du mois de juin et une prime de 65% qui intervient sur le salaire du mois de décembre. Donc, avec le nouveau statut, les fonctionnaires auront une majoration de 5%, c'est-à-dire que la prime donc, de vacances passera à 40% et la prime de fin d'année à 70%. Un mot sur d'autres changements, d'autres évolutions, comme la mobilité, Christophe. Le gouvernement s'est employé à améliorer encore la mobilité existante en permettant donc aux fonctionnaires qui sont déjà présents dans la fonction publique de pouvoir candidater avant que des avis soient faits en externe. Alors, il y a eu le coronavirus pendant 2 longues années. On a pu tester le télétravail qui marche plutôt bien, justement. Il y a eu un texte qui a été voté à ce sujet. Le nouveau statut encadre juridiquement le télétravail. Donc, le télétravail ne pourra pas excéder donc, 2/3 du temps de travail et ça sera avec l'accord donc, du chef de service et bien évidemment du fonctionnaire. Puisqu'il y a certains fonctionnaires qui ont une certaine appétence pour le télétravail et d'autres qui préfèrent être en présentiel. Là aussi, ça sera une évolution par rapport à la loi existante concernant la paternité. Le congé paternité passe de 12 à 21 jours. Il y a des avantages sociaux indéniables donc, dans le nouveau statut. Donc, notamment pour le congé de paternité, puisque le congé paternité donc, passera de 12 à 21 jours pour une naissance simple et de 19 à 28 jours pour une naissance multiple. Il y a également aussi une grosse avancée au niveau du congé de soutien familial pour les personnes qui s'occupent d'un proche qui a des problèmes de santé ou un handicap et qui auront la possibilité donc, de bénéficier de cette nouvelle mesure. Christophe, avec ce projet de loi, on peut, je crois, aller aussi plus loin dans les avancements. Oui, justement. Donc, le projet de loi va permettre aux chefs de service donc, de disposer de nouveaux outils managériels. Donc, ça veut dire que pour récompenser donc, les fonctionnaires, actuellement, il y a un principe d'avancement au choix et au grand choix qui permettent l'octroi d'une classe indiciaire supplémentaire. Avec le nouveau statut, le chef de service aura la possibilité de pouvoir octroyer jusqu'à 2 classes sur un avancement au choix ou sur un avancement au grand choix. Il y a une nouvelle avancée également avec le nouveau statut, c'est une bonification indiciaire pour les personnes qui malheureusement, de par leur spécificité expert métier, n'ont pas la possibilité de pouvoir bénéficier de la mobilité. C'est-à-dire qu'une personne qui est sur un même poste permanent, dans un même service, a des mêmes fonctions pendant plus de 10 ans, son chef de service aura la possibilité de lui demander l'octroi d'une classe supplémentaire et pour une durée de 20 ans, 2 classes supplémentaires. Une autre question, Christophe, sur la maladie, les arrêts maladie, les personnes qui sont atteintes par la maladie, qu'est-ce qui va changer pour elles aujourd'hui? Alors il y a une innovation dans le nouveau statut, c'est que les personnes qui sont atteintes d'une grave maladie auront la possibilité donc, de demander à effectuer un temps partiel, mais seront rémunérées à taux plein. On va parler du nombre de fonctionnaires. Que représente la fonction publique? L'administration gouvernementale représente 3850 personnes. Donc 3850 femmes et hommes, avec 60% donc, de personnel de sexe masculin et 40% de personnel de sexe féminin. Est-ce qu'on peut dire que la fonction publique est le premier employeur à Monaco? On peut le dire,
puisque les 3 grandes entités en principauté où il y a le plus donc, de salariés, donc la fonction publique, et ensuite il y a le CHPG qui compte environ 3000 salariés, et la SBM qui emploie 3500 personnes. Sur la formation professionnelle, comment ça va se passer aujourd'hui ? La formation professionnelle est déjà largement développée par ma direction. En 2021, 2300 actions de formation ont pu être enregistrées, ce qui correspond à 22 000 heures de formation pour un budget annuel de 2 millions d'euros. Et concernant les jeunes qui souhaitent intégrer la fonction publique, comment ça va se passer pour eux ? Chaque année, un arrêté ministériel est publié au Journal de Monaco pour ouvrir un concours de recrutement de jeunes cadres monégasques. Ça s'appelle la formation supérieure des administrateurs. Donc 5 postes généralement sont à pourvoir. Les conditions à remplir pour pouvoir candidater sont d'être monégasque, d'avoir 30 ans au plus au 31 décembre de l'année en cours et d'avoir un diplôme d'études supérieures d'un niveau Bac+5. Merci à vous, Monsieur Orsini, de nous avoir apporté tous ces éclaircissements sur le nouveau statut de la fonction publique. Merci, Julia. Focus à présent sur une exposition qui rend hommage à Christian Bérard, un artiste oublié par l'histoire mais qui a marqué sa génération en œuvrant dans de nombreux cercles et domaines artistiques. Excentrique Bébé vient d'ouvrir ses portes à la Villa Paloma. Découverte de cette exposition avec Christine Datomel, Julien Laugier et Gianfranco Bortolin. Décorateur et costumier de théâtre et de cinéma, ce dessinateur de mode et ensemblier était aussi un artiste reconnu dans le monde de l'art au XXe siècle. Adoptant un regard décentré, l'exposition s'appuie sur la notion de modernisme excentrique de Christian Bérard. Plus de 300 tableaux, dessins, photographies et décors d'intérieur retracent une vie faite de rencontres et de collaborations avec les plus grands créateurs de l'époque. C'est une exposition qui a une vocation rétrospective de l'œuvre de Christian Bérard, qui est un artiste moderne qui a œuvré principalement à la fin des années 20 jusqu'à la fin des années 40, qui était extrêmement connu de son temps, qui était un artiste très doué dans de nombreux domaines. C'est un peintre qui a aussi été décorateur de théâtre pour Cocteau, Jouvet, qui a créé des décors d'intérieur dont on montre beaucoup d'exemples ici, mais qui était aussi illustrateur de mode, ami de Gabrielle Chanel, de Christian Dior. Un personnage incroyable, très célébré de son vivant, qui étonnamment est un peu tombé dans l'oubli. Il fait partie de ces artistes un peu effacés de l'histoire de l'art moderne. Il s'agit ici d'une relecture inclusive pour revaloriser les artistes comme Christian Bérard, relégués à la marge d'une histoire officielle de l'art. Il fut longtemps d'ailleurs reproché à Bébé de se disperser dans les arts dits mineurs au détriment de sa peinture. Une exposition qui dévoile donc l'extraordinaire modernité de Christian Bérard que ses amis surnommaient affectueusement Bébé. Bébé, c'est un surnom qui lui a été donné quand il était jeune à l'Académie Ranson, où il apprenait la peinture. C'est la contraction de Bérard, Bébé, ce qui était assez en vogue à l'époque, comme Coco Chanel. Il y a de nombreux artistes comme ça qui se faisaient appeler par un diminutif. Il avait un visage assez rond, assez jovial, qui rappelait les pubs à l'époque du bébé Cadom. Donc c'était un petit surnom qui lui était donné comme ça dans le milieu étudiant. Et en fait, c'est Jean Cocteau qui, dans les années 20, le rencontre sur la Côte d'Azur, d'ailleurs, très près d'ici, et qui décide de l'appeler Bébé. Et là, ça va se répandre dans tout ce cercle artistique, et il va être connu en tant que Bébé. Lui-même signe souvent Bébé, toute sa correspondance, toutes ses lettres, et les artistes ou les mécènes, collectionneurs, en retour, l'appelleront toujours Bébé. Entre vue d'intérieur et paysage méditerranéen, le parcours de l'exposition évoque ainsi les nombreux séjours de Christian Bérard dans le sud de la France. Et c'est le décorateur Jacques Grange, enfin connaisseur de Bébé, qui signe la mise en scène de cette exposition au NMNM. Cette exposition est à retrouver à la Villa Paloma jusqu'au 16 octobre prochain.
Place au grand rendez-vous estival d'Opéra Galerie Monaco. Autour de toiles de maître exceptionnelles, le Monaco Master Show présente chaque année des œuvres d'artistes d'après-guerre et contemporains. Le prince Albert II était présent et a pu plonger au cœur des tendances artistiques du XXe siècle. Le Monaco Master Show est d'ailleurs à retrouver jusqu'au 31 août, du lundi au samedi, à l'Opéra Galerie. Nous avons reçu hier dans ce journal le célèbre créateur Christian Louboutin. Il nous a notamment parlé de son exposition à Monaco qui s'appelle L'Exhibitionniste. La famille princière était réunie hier soir pour son vernissage. Le prince Albert II et son Altesse royale la princesse de Hanovre ont pu découvrir les souliers les plus emblématiques du créateur, ainsi que la scénographie qui s'étend sur plus de 2000 m² et dévoile des inédits liés aux inspirations monégasques de Christian Louboutin. Un mot de sport désormais, même si on ne va pas vous emmener sur des terrains de rugby, on va plutôt vous parler des valeurs saines de ce sport, notamment grâce au collectif et au partage. Eh bien, l'ASM Rugby l'a encore une fois prouvé avec une initiative solidaire autour d'un champion du monde. Un événement qui a eu lieu hier soir au Port Hercule, au Mali Diamar plus précisément. Un reportage signé Fabien Bonilla. Voici la bête, c'est son surnom dans le monde de l'Ovalie. Tendai Mtawarira, ancien international sud-africain, 117 sélections chez Springboks et ancien champion du monde en 2019. Il était à Monaco invité par l'ASM Rugby lors d'une soirée du côté du Solarium au Mali Diamar, un événement caritatif au profit de la fondation de ce dernier, The Beast Foundation. Il a eu une carrière qui est extraordinaire et effectivement le sport lui a permis effectivement d'accéder à un statut aujourd'hui qui lui permet de tenir une fondation et je pense qu'au fond de lui il avait un grand projet avec un ami à lui aussi avec qui il a grandi au Zimbabwe. Ils ont décidé de monter cette fondation autour de son aura, de son charisme, il en a beaucoup et voilà, il se bouge énormément. Aujourd'hui il nous a sollicité pour venir à Monaco et venir échanger et chercher des partenaires pour sa fondation et aider tous ces projets. Ces projets, c'est effectivement du développement d'enfants autour des valeurs du sport et dans des endroits où les gens n'ont pas forcément la chance qu'on a à Monaco. Donc nous, on est d'ailleurs heureux de le recevoir. On a toujours été dans cette ligne de conduite. Donc on sait très bien que ça passe par des stars de notre sport et aujourd'hui Tendai en est le meilleur représentant. Et pour aider la fondation de Tendai Mtawarira, une vente aux enchères a été organisée lors de cette soirée. There is obviously an auction at the end of the night where there's some of my memorabilia. As you know, I'm an ex-Springbok player. I won a World Cup and I played so many games for South Africa. So there's some special jerseys that we're going to auction today, and the funds that will be raised will obviously go towards the work that we're doing as the Beast Foundation in Africa. Son maillot des Sharks, dédicacé par l'équipe, son maillot sud-africain avec lequel il a rencontré l'équipe de France en 2013 et une de ses paires de chaussures ont permis de récolter 6 000 € pour sa fondation. Quelques autres grands noms du rugby étaient présents à cette soirée caritative, comme la médaillée d'argent aux derniers Jeux Olympiques en rugby à 7, la française Fanny Horta, ou encore l'ancien international anglais bien connu dans l'Hexagone, ancien Toulonnais et Biarrot. Il est actuellement sous les couleurs niçoises cette saison, Stéphane Armitage. Chaque été, la principauté sensibilise les résidents et les touristes à la lutte contre la pollution et plus précisément celle provoquée par les mégots de cigarettes. Depuis la décision de la principauté de rendre les plages non fumeurs durant la saison estivale, les cendriers ne sont plus en libre service sur des présentoirs. Alors, êtes-vous pour ou contre la cigarette sur la plage? Juliette Rappert vous a posé la question et votre réponse est plutôt unanime. Contre la plage fumeur parce que c'est beaucoup plus agréable sans les fumes, sans les mégots. C'est surtout l'odeur, je trouve. Si nous fument à côté, alors que par exemple moi je fume pas, j'apprécie moyennement, quoi. Contre parce que ça dégrade la plage et pour les enfants c'est pas bon pour leur santé, ils peuvent jouer, ils peuvent même les mettre dans la bouche. Ça serait bien de mettre des plages, on va dire, pour ceux qui fument, pour éviter de déranger les autres au niveau de l'odeur, etc. Je ne fume pas, donc je suis bien évidemment contre. Et les mégots, à la limite, les personnes qui arrivent avec la cigarette, ils devraient venir avec une petite boîte pour mettre les mégots. Pour lutter contre la pollution des mégots de cigarettes sur les plages, des cendriers de poche seront d'ailleurs distribués dans différents lieux de la principauté.
Dans le cadre des commémorations du centenaire et plus particulièrement de la date d'anniversaire des funérailles du prince Albert Ier organisée le 8 juillet 1922, une messe a eu lieu ce matin à 10h30. Cet hommage a été célébré en la cathédrale de Monaco par Monseigneur Dominique-Marie David, archevêque de Monaco, en présence du prince souverain, du ministre d'État Pierre Dartout et de nombreuses autres personnalités. Nous retrouvons à présent Vanessa Dessy pour connaître la météo de ce week-end. Malheureusement, le soleil ne sera pas vraiment de la partie. Bonsoir à vous, Vanessa. Bonsoir Julia, bonsoir à tous. Oui, le temps sera assez couvert durant la journée. Le soleil pourrait faire quelques timides apparitions. Par conséquent, les températures seront légèrement en baisse. Elles oscilleront de 21 à 27 degrés. Le soleil se lèvera à 5h55 et se couchera à 21h15 et nous fêterons les Amandines. Pour clore cette édition, je vous invite à découvrir les photos de Mickaël Alési. Il est allé sur le port Hercule pour vous montrer les plus belles pépites du Monaco Energy Boat Challenge. Merci à vous pour votre fidélité. On se retrouve évidemment demain pour un nouveau point complet sur l'actualité. À très vite.